Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Mathieu Plane, directeur adjoint de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, un organisme de recherche et d'évaluation des politiques publiques rattaché à Sciences Po Paris. Bonjour Mathieu Plane. Bonjour. Alors le grand dossier prioritaire du prochain gouvernement français, ça sera sans doute le déficit budgétaire et la dette, c'est ça ? Ce qui est clair, c'est que le nouveau gouvernement ne pourra pas s'en exonérer. Ça, c'est clair. C'est que c'est vraiment un dossier qui arrive sur la table, qui n'est pas un bon dossier. Clairement, c'est un héritage de crise, puis des mesures qui ont été prises certainement, en tout cas pas financées. En tout cas, il y a aussi une responsabilité du gouvernement précédent. Mais oui, on se retrouve dans une situation qui est très ennuyeuse de ce côté-là. On ne pourra pas temporiser, c'est ce que vous dites. Non, on ne pourra pas temporiser. Alors, pour deux choses, c'est que le niveau des déficits est élevé, il faut le reconnaître. On est à 5,5% de déficit public en pourcentage du PIB. On est parmi les plus mauvais élèves aujourd'hui de la classe européenne, premier point. Et deuxième point, c'est que la Commission européenne nous a placés sous procédure de déficit excessif, ce qui nous oblige en fait à respecter une trajectoire de redressement des comptes publics, si on veut respecter les règles budgétaires. Or, mais ça fait des années qu'on ne les respecte pas. Pour autant, c'est quoi le fait que Bruxelles nous mette sous procédure ? Alors, d'abord, on en était sorti depuis 2017. Il faut le savoir. Pendant 4 ans, ces règles n'existaient plus parce qu'on a eu 2 crises majeures, qui sont la crise Covid puis la crise énergétique. Donc finalement, on a eu une période, j'allais dire, de quoi qu'il en coûte et d'argent magique, où la question budgétaire n'était pas du tout la priorité. Désormais, elle revient sur le devant de la scène parce que c'est la sortie de crise. C'est la sortie du quoi qu'il en coûte et c'est l'heure des comptes, en fait. Très clairement. Et donc là, la particularité par rapport à avant, c'est qu'on est quand même plutôt mal positionné quand même au sein de la zone euro, qu'on a un niveau de dette qui a fortement augmenté et qu'on voit qu'on a une instabilité économique et politique qui est désormais forte. Et donc cette question budgétaire, qui est très ennuyeuse, en fait, est assez peu traitée aujourd'hui dans les débats politiques. Le gouvernement annonce qu'on reviendra dans les clous en 2027, c'est-à-dire avec un déficit en dessous ou 3%. Est-ce que c'est réalisable d'après les chiffres que vous avez depuis un certain nombre d'années ? Alors d'abord, c'est ambitieux d'un point de vue de la trajectoire. C'est vrai qu'on donne des chiffres comme ça, pour les téléspectateurs, c'est pas évident parce que voilà, c'est des notions qui sont assez floues. Mais déjà, revenir de 5,5% de déficit public en dessous de 3%, c'est une marge d'escalier qui est importante, c'est 2,6% du PIB. Si vous rajoutez le fait que dedans, les taux d'intérêt sont remontés, donc que notre charge d'intérêt va augmenter, elle va peut-être augmenter de 40 à 50 milliards d'ici à 2027, ce qui n'est pas rien. Mais ça veut dire qu'il faut trouver presque 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, pas par an quand même. Si, par an jusqu'à par an 2027. À économiser, vous voulez dire ? Ou en tout cas, augmentation d'impôts. C'est-à-dire que si vous voulez respecter cette trajectoire, les ordres de grandeur, on ne sera pas loin de 100 milliards d'euros, hors effet des intérêts, c'est-à-dire que du coup, c'est vraiment les économies structurelles ou les augmentations d'impôts à faire. Donc c'est beaucoup d'argent. Mais c'est un choc, on est d'accord. Bien sûr, c'est un 100 choc milliards d'euros par an. Et c'est là où c'est très embêtant. C'est très embêtant. C'est que là, avec ça, vous n'avez pas commencé à financer la transition énergétique, premièrement, et vous n'avez pas redistribué d'argent aux plus modestes, par exemple. Donc c'est vraiment pour réduire les déficits. Le risque, c'est si vous le faites dans cette ampleur-là, alors vous aurez certainement des conséquences sur l'économie. Forcément, parce que c'est rarement indolore de réduire la dépense publique ou d'augmenter les impôts. Ça, forcément, souvent des effets. Donc le risque, c'est d'avoir un choc trop violent qui vienne casser la croissance, qui peuvent même nous mettre dans une situation possible de récession, des problématiques de pouvoir d'achat, d'investissement. Donc il faut trouver la bonne trajectoire. Ce que je veux dire, c'est que déjà, arriver à 3%, c'est très très difficile dans le contexte actuel. Et même en faisant ça, on n'est pas les plus vertueux d'Europe pour autant. Il y a 6 pays qui font l'objet d'une procédure de la part de la Commission européenne. Est-ce qu'elle nous demande, la Commission européenne, d'avoir une trajectoire à 100 milliards d'économies par an, ou alors les nouvelles règles qui ont été mises en place à partir du Covid et de la guerre en Ukraine, c'est de 0,5 points en moins par an. Donc, vous avez raison. Est-ce que vous n'êtes pas plus pessimiste là ? Non, je donnais juste les chiffres. C'est revenir à 3% à peu près, voilà ce qu'il faut trouver, dégager comme marge de manœuvre budgétaire. Après, effectivement, il va falloir renégocier une trajectoire. Moi, je crois que les 3% ne sont pas tenables. D'accord, 27.
2027, pas tonnage. Je crois pas. Je crois qu'il va falloir faire des efforts parce qu'on est dans une situation qui est délicate. Il va falloir montrer une bonne volonté aussi de ce côté-là. Mais vouloir coûte que coûte tenir ces 3% risquerait de nous mettre en difficulté. D'accord. Surtout dans le contexte actuel. Okay. Donc il faut une trajectoire qui soit crédible et lissée, comme vous l'avez dit, peut-être un demi-point de PIB par an. D'efforts documentés, ça veut dire 14 à 15 milliards d'économies chaque année supplémentaires. Donc c'est vrai que sur 4 ans, ça fait plutôt 60. 60 milliards et pas 100. Mais ça veut dire qu'on ne sera pas à 3%, mais par contre, on rentre dans le respect des règles budgétaires. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui peut se plaider auprès de la Commission. Donc plus réaliste, en effet. Plus réaliste, effectivement. Du coup, on ne regarde pas la sortie, c'est-à-dire on ne dit pas le 3%, c'est l'objectif absolu. Voilà. La question, c'est de dire chaque année, je fais tant d'efforts. Et s'il y a moins de croissance, tant pis, il y aura peut-être un peu plus de déficit. Et s'il y a plus de croissance, tant mieux, il y aura un peu moins de déficit. Mais le 3% ne doit pas être gravé dans le marbre parce qu'il peut être dangereux dans ces circonstances-là. Vos études montrent qu'entre 2016 et 2023, il y a eu un peu plus de 12 points d'augmentation sur la dette. Et vous attribuez, d'après vos différentes méthodes de calcul, en gros la moitié dû aux événements internationaux, le Covid, confinement, plus la guerre en Ukraine, et l'autre moitié à des décisions politiques qui n'ont pas été prises. Oui, on a essayé de faire ce travail-là, parce que c'est vrai qu'il est important aujourd'hui dans le débat public, c'est en fait quelle est la responsabilité ou pas, notamment de cette hausse de dette. Et c'est vrai qu'on a abouti à cette conclusion que sur ces 12%, 12 points de PIB qui ont augmenté depuis maintenant 2017, de dette publique, il y en aurait la moitié, entre la moitié et les 2/3. Qui serait de la responsabilité des crises économiques et des réponses aux crises économiques. C'est-à-dire les réponses ciblées, Covid, chômage partiel par exemple. On a trouvé légitime à l'époque. Bouclier tarifaire, etc. On a trouvé légitime. Et ce qui est des mesures, j'allais dire, en dehors, qui ne sont pas des réponses à la crise, mais qui sont des mesures plus durables, structurelles, par exemple, de baisse d'impôts, qui n'étaient pas prévues, non financées, par exemple, suite à la crise des Gilets jaunes, de baisse d'impôts durables sur les entreprises, parce qu'il y a eu un plan de relance, mais ce n'est pas juste de la relance, parce qu'on le fait toutes les années. Par exemple, la baisse des impôts sur la production. Aux entreprises. Aux entreprises, le renoncement, pour des bonnes raisons, potentiellement, mais par exemple, à la taxe carbone. Voilà. Mais il y a un manque à gagner de 12 milliards, mais par contre, on n'a pas trouvé de nouveaux financements. Et quand vous cumulez tout ça, ça vous explique que la hausse de la dette, en fait, depuis 2016-2017, la responsabilité du gouvernement, elle est entre un tiers et la moitié. Donc bien sûr, c'est pas négligeable, c'est pas la totalité, mais c'est pas négligeable. Donc il y a quand même aussi une forme de responsabilité d'un déficit élevé. Et on pourra jouer là-dessus alors pour l'avenir. Cette part de responsabilité. Oui, alors, bien sûr, mais la problématique, c'est qu'on n'a pas forcément envie de revenir sur ces mesures. Par exemple, vous n'avez pas envie de remettre la taxe carbone. Vous n'avez pas envie de réaugmenter les impôts suite à la crise des Gilets jaunes. Mais incontournable ou pas l'augmentation des impôts pour vous ? Voilà. Alors, moi je veux te dire en tant qu'économiste, en tant qu'une notion politique. C'est pas un avis politique. C'est-à-dire que quand je vous dis il faut trouver un minimum 15 milliards par an, ou si on veut être à 3%, c'est presque 100 milliards, vous êtes obligé de tout mettre sur la table. Et vous ne pouvez pas dire on va juste faire des économies budgétaires sur des dépenses publiques, sachant qu'on ne veut pas toucher aux retraites, qu'on a des problématiques sur la santé, on ne va pas réduire les dépenses de santé, qu'on a la question de l'éducation, qui est quand même aussi prioritaire. Donc ça paraît un peu fou de penser... Et la transition écologique. Et la transition écologique dont je n'ai pas parlé. Donc des dépenses supplémentaires et des besoins d'investissement très forts. Donc ça semble assez difficile d'imaginer des montants énormes à trouver sans que ça mette en difficulté un certain nombre de secteurs de l'économie qui sont extrêmement importants. Donc vous nous dites, pour être clair, 15 milliards d'augmentation d'impôts par an ? Alors, à mon avis, ce sera les deux. Ça sera des réductions des gains peut-être du côté de la dépense publique. Il faut voir sur quelles mesures on peut faire des gains d'efficacité, par exemple, ou que ça touche le moins possible. Par exemple, il y a la question de l'apprentissage qui coûte très cher. Il y a certaines niches fiscales aussi qu'il va falloir regarder. Donc, il faudra aussi balayer un peu là-dessus, voir où est-ce que cette dépense publique, notamment ces niches fiscales ne sont pas les plus utiles et les plus efficaces. Mais au-delà de ça, même, oui, il y aura certainement, d'ici à 2027, ça semble difficile d'exclure des augmentations d'impôts, oui. Et quand je dis 15 milliards, c'est raisonnable ou je suis... 15 milliards, oui, c'est raisonnable. Mais c'est 15 milliards en plus par an. C'est pas une fois juste. C'est chaque année, il faut re-augmenter de 15 milliards. D'accord. Et dans ces 15 milliards, quelle pourrait être la répartition entre l'impôt sur les entreprises et celui sur les particuliers ? Alors ça, pour le coup, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Qui auraient un impact économique. Mais qui ont un impact économique. Après, vous savez, c'est pas la même chose de remonter l'impôt sur les plus grandes fortunes ou d'augmenter la TVA.
Oui, bien sûr. sûr. Pas les mêmes personnes. Exact. C'est pas la même chose de réduire l'impôt sur les sociétés ou baisser les cotisations sociales. Vous voyez, là, pour le coup, c'est un choix politique. C'est dire, est-ce que votre priorité, c'est la question plutôt sociale du pouvoir d'achat ou c'est la question de la compétitivité des entreprises? Voyez. Oui, mais est-ce que ça a marché, cette question de la compétitivité des entreprises? Est-ce qu'il y a eu ce ruissellement? Alors, ruissellement, peut-être pas, parce que c'est pas que les grosses entreprises qui ont bénéficié. Ouais. Quand il y a eu le CICE ou le pacte de responsabilité, par exemple, les baisses de cotisations, notamment sur les entreprises, ou la baisse même de l'impôt sur les sociétés, beaucoup d'entreprises en ont bénéficié. Le fait est que quand même, il y a eu beaucoup de création d'emplois. En France, ces derniers temps, ça, il faut le reconnaître, l'investissement a été plutôt dynamique, mais par contre, on a toujours un déficit commercial. Donc c'est vrai que sur la question de compétitivité, c'est pas si évident, l'efficacité. En même temps, si vous revenez complètement là-dessus, vous créez un choc très négatif sur les entreprises. Donc il va falloir, c'est là où je dis, il faut presque un débat national là-dessus, c'est-à-dire mettre tout sur la table et pas exclure, c'est-à-dire dire, regardez, l'ambition, elle est quand même très élevée, la marche à franchir est très élevée, et donc il va falloir mettre tout sur la table et faire en sorte de faire des choix qui soient les moins douloureux possibles pour l'économie française, pour les entreprises, mais aussi pour la population. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut rien exclure dans ce cas-là. L'impôt sur le revenu, est-ce qu'il peut augmenter pour les particuliers? Là, je crois... Est-ce qu'il a diminué ces dernières années? Est-ce qu'on peut le remettre à un certain niveau? Alors, il faut savoir que l'impôt sur le revenu, on en parle beaucoup en France, mais que c'est que 5% des recettes fiscales. Donc 95% des autres recettes fiscales. Quand même, vous disiez moins 5 milliards par an. Alors, c'est vrai qu'il a baissé suite à la crise des jaunes, notamment la première tranche. La question, c'est comment vous refondez une augmentation de l'impôt sur le revenu? Est-ce que vous remettez la première tranche, mais là, ça va toucher plutôt les classes moyennes, ou est-ce que vous augmentez les taux, ce qu'on appelle marginaux, des revenus les plus élevés, mais jusqu'où vous pouvez aller, sachant qu'aujourd'hui, je crois qu'on est à 45% de taux marginal. Donc c'est une question qui peut se poser, très clairement, mais vous avez d'autres solutions possibles. Je disais, par exemple, les niches fiscales sont quelque chose d'important. Merci beaucoup, Mathieu Plane, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Tous les jours sur France 24, retrouvez 3 rendez-vous d'information accessibles aux sourds et malentendants. À 13h, dans le Paris Direct. Elle cache une réalité bien différente. Les inégalités se sont encore creusées ces dernières années. La pauvreté reste massive. À 18h, au cœur de l'info. La Russie a dit ne pas exclure de viser les éventuels instructeurs militaires français en Ukraine si le projet venait à aboutir. Et à 22h45, avec le Journal de l'Afrique. Où les crises des déplacés sont les plus négligées au monde sont sur le continent africain. Vos éditions sous-titrées pour faire le tour de l'info. 3 rendez-vous pour tous et pour tout comprendre, du lundi au dimanche, sur France 24 et france24.com. La culture, c'est tous les jours sur France 24. Retrouvez l'actualité artistique avec Louise Dupont, Sonia Patricelli et toute l'équipe culture. Des interviews avec des personnalités et stars de premier plan. Mais aussi les conseils séries et cinéma de Nina Masson et Thomas Borrez. Et enfin, Claudie Siard avec son florilège de nouveautés culturelles africaines. Retrouvez toute l'équipe de À l'affiche tous les jours pour un concentré d'actualité culturelle.